Alors, je voudrais quand même remercier les organisateurs de la Biennale et l'Institut français d'avoir pensé à moi et remercier également tous mes amis brésiliens parce que je pense que si je suis là, c'est aussi parce que, d'une certaine façon, ça fait un certain nombre d'années que je viens assez régulièrement, je ne vais pas parler des villes finalement, discuter de qu'est-ce que c'est qu'une ville ici, mais chaque fois que l'on vient, ça va être un peu le sujet de ce que je vais vous montrer. Chaque fois que l'on va dans une ville, ça vous renvoie à des interrogations sur celle où vous vivez, sur celle où vous travaillez, sur celle sur laquelle vous faites éventuellement des projets, etc. Donc on est dans un système permanent d'apprentissage finalement. Et je crois qu'il y a quelque chose de très particulier si on s'intéresse un peu aux villes. On peut peut-être s'intéresser beaucoup à la littérature et faire venir les livres chez soi et finalement vivre tranquillement dans sa bibliothèque et avoir une vision mondiale peut-être de la littérature. Mais je pense que si on s'intéresse aux villes, il faut y être de temps en temps, y aller. Et je suis assez content de ce qui a été dit par mon prédécesseur et de la façon dont ces 4 jours sont organisés, parce que c'est l'occasion d'aller voir des choses que l'on connaît mal, que l'on ne connaît pas, et d'en discuter. Et du coup, ça vous renvoie à de nouvelles questions. Je vais finir par commencer, ne vous inquiétez pas, et j'essaierai d'être relativement rapide parce que l'heure tourne. Je crois que j'ai beaucoup aimé la formule mode de fer, modus deus ars. J'aurais tendance en français à traduire manière d'habiter, mais c'est peut-être parce que j'ai été formé par Henri Lefebvre et que je continue à penser que se demander comment les gens habitent, c'est quand même l'essentiel du métier d'architecte et d'urbaniste. À quoi est-ce que nous pouvons servir d'autre que d'essayer de créer des conditions pour que les gens habitent le mieux possible? Évidemment, aussi bien dans la question de l'échelle de la maison, de l'appartement, du logement, que à cette autre échelle dont je vais parler maintenant, qui est celle de la ville. Mais on n'habite pas seulement dans sa maison, on habite une ville, on habite un quartier, on habite quelquefois une grande agglomération et on a le sentiment qu'on habite cette agglomération. Quelques autres fois, on habite un morceau de l'agglomération et l'agglomération vous fait peur. Ça fait partie sans doute des paradoxes de la ville contemporaine. 2-3 chiffres que j'ai empruntés à un des derniers ouvrages d'Olivier Mongin, qui est perdu dans un avion qui va arriver tout à l'heure. Donc, comme il n'est pas là, je peux l'utiliser. Mais ça, tout le monde le sait. Depuis pas très longtemps, je ne sais plus combien de mois maintenant, la moitié de la population mondiale vit en ville. Je continuerai à utiliser le mot « ville » dans son sens très général, sans penser que le terme de ville serait particulier pour des choses qui n'existent plus. Je pense que la ville nous pose un certain nombre de questions dont on va parler, mais voilà, elle est comme ça. La moitié du monde, depuis quelques mois, vit en ville, et ça ne fait que augmenter dans ce sens, c'est-à-dire dans quelques années, on arrivera à 60%, et puis à peu près ça à 70%. Un certain nombre de pays sont déjà passés au-delà de 80%. La France est arrivée à 85%, la France métropolitaine. La France d'outre-mer, celle des Caraïbes, est arrivée à 95%. Donc on arrive à des lieux dans lesquels on est en l'urbanisation quasi totale. Ça, c'est une première chose qu'il faut quand même avoir présent à l'esprit. La deuxième, dans ces quelques chiffres, la deuxième chose, c'est qu'on peut toujours discuter. Est-ce que le chiffre est vrai, juste? Non, il n'est pas juste parce que déjà demain, il aura changé. Mais ça ne fait rien. À peu près entre 15 et 20%, dans cette moitié des habitants du monde qui vivent en ville, 15 ou 20% donc de ces habitants urbains vivent dans ce que j'appellerais la ville constituée, c'est-à-dire celle qui a déjà été bien solidement établie
au cours des âges historiques jusqu'à la fin des années 50 à peu près. Dans certains pays, c'est un peu avant, dans d'autres pays, c'est un peu après, mais voilà. C'est-à-dire avant qu'un nouveau pas soit franchi à cause de la mobilité, à cause de ceci, à cause de cela, mais qui fait qu'aujourd'hui, 80% des habitants qui vivent dans les villes ne vivent plus dans des villes centres, ne vivent plus dans la belle ville historique que l'on connaît, même avec ses faubourgs populaires, même avec ses premiers grands ensembles, etc. 80% des habitants vivent en ville, en dehors de la ville historique au sens large. Et sur ces 80%, ça fait quand même quelque chose qui est de l'ordre de 3 milliards d'habitants. Hein. Donc, la moitié de ces 80%, la moitié de ces 3 milliards d'habitants se partagent de façon inégale selon les lieux dans des immeubles qui souvent et de plus en plus prennent la forme de condominiums fermés. Et l'autre moitié, mais c'est peut-être pas moitié-moitié, peu importe, mais se partagent dans des maisons individuelles qui s'étendent à toute vitesse dans des territoires de plus en plus éloignés. Et puis, ça fait 40%. Et puis, il reste encore 40%. 40% des habitants des villes vivent dans l'informel, c'est-à-dire dans le bricolage, dans la ville de la survie, et qui est un des vrais problèmes, parce que pendant longtemps, on a pensé que c'était une mauvaise chose et qu'il fallait l'éradiquer. Et puis, depuis quelque temps déjà, enfin, il y en a qui avaient commencé à y penser assez tôt, peut-être on se dit, mais finalement, arrêtons de rêver. La question n'est peut-être pas de se satisfaire des bidonvilles ou des favelas, mais peut-être de se demander comment on va les transformer. Voilà. Je pense simplement qu'il faut avoir ça dans la tête avant de commencer. Donc je vais faire une petite présentation avec quelques images, avec une introduction que j'ai déjà à moitié faite et qui se terminera par deux images. Ceci, c'est São Paulo. Ne me demandez pas exactement à quel endroit parce que j'en suis pas très très sûr. Je peux vous dire simplement que quand on décolle le matin de Guarulhos, c'est que l'on va vers le sud. À un moment, on voit ça. Et puis, quelques minutes après, on voit presque la même chose. Et puis, ça dure encore un certain temps. Et puis, c'est moins long que le survol de l'Amazone, mais c'est quand même assez impressionnant parce que à Paris, par exemple, les avions font un peu semblant d'aller. Ils démarrent, puis ils s'en vont assez loin. Ils survolent pas trop la partie habitée, alors qu'ici, ils passent au milieu. Donc, on a une sensation assez impressionnante. Et puis, toc. Ah ben ça, c'est Paris. Vous voyez, on passe pas au milieu, on le longe un peu, mais de temps en temps, quand on a de la chance. Voilà. Alors ça, c'est la ville historique. Puis même ce que l'on ne voit pas sur les bords de l'image, etc., c'est les banlieues de la première couronne, c'est pratiquement encore la ville historique. Mais c'est une toute petite partie. Ça fait ce que vous voyez à l'écran, là, je ne dis pas dire de bêtises, mais ça doit faire... La ville historique, elle fait 2 millions 200 000 habitants. Ce que l'on voit encore de l'autre côté de l'enceinte, ça fait peut-être encore à peu près 200 000 habitants, quelque chose comme ça. Là, vous voyez 2 millions et demi, 2 millions, oui, pas beaucoup plus. Et la ville, aujourd'hui, elle a dépassé depuis longtemps les limites de la ville historique. Et en gros, c'est ça. La tache grise, c'est un peu plus que la photo qu'on a vue. Le reste, c'est resté en blanc parce que il y a un découpage de communes que l'on ne voit pas très très bien à l'écran, ça n'a pas d'importance. Mais en fait, voilà, la ville, aujourd'hui, elle a rempli tout cet espace et j'ai noté quelques grands points que l'on peut connaître et on se demande toujours, oui, mais où s'arrête Paris ? Ça dépend des gens, évidemment. Pour les gens qui font du football, Paris va forcément jusqu'à Saint-Denis, puisque c'est là qu'est le grand stade. Pour les enfants qui vont à Euro Disney, qui viennent de l'Europe entière à Euro Disney, ils vont jamais dans le centre de Paris. Pour eux, Paris, c'est Euro Disney, point, etc. Les amoureux du XVIIe siècle pensent que le château de Versailles fait partie finalement de Paris, etc., etc. Donc j'ai mis quelques... Roissy, c'est par là qu'on arrive généralement, etc. Mais pour vous dire que
aujourd'hui, la taille du Paris historique ne fait pas le 50e de l'agglomération. Et donc, on a beaucoup de mal, autant on arrive à comprendre le Paris historique, si on a un petit peu d'habitude, autant on a du mal à saisir cette grande agglomération, et ça pose pour comprendre une agglomération aujourd'hui, c'est-à-dire ce qu'est devenu la ville, cette espèce de grande chose dont on ne sait plus très bien où elle s'arrête, eh bien, il faut passer une vision géographique. Voilà, mon introduction se terminerait donc par une affirmation. La ville mérite une lecture, une vision géographique, et je crois à la qualité de la géographie ancienne, c'est-à-dire celle qui commence par regarder comment l'eau a façonné le relief, parce que ça c'est toujours une donnée, on l'oublie. La technique à un moment nous a dit « Oh, c'est pas très important, l'eau, on met les petites rivières, on les met sous terre, on fait des barrages, on fait des... » Et puis c'est pas vrai, la nature se venge. Donc finalement, revenir au relief, c'est à la fois sans doute une précaution du côté de la ville qui serait justement légèrement soutenable, et puis c'est peut-être une clé de lecture. Par exemple, je pense que dans la région parisienne, il y a tout un monde qui est issu des vallées, que l'on voit là en gris, avec les chemins de l'eau qui sont tracés en bleu, et puis il y a des coteaux, et à 60 mètres à peu près, le coteau n'appartient plus à la vallée. On passe dans un autre monde. Et il y a une histoire que je ne vais pas vous raconter parce qu'elle prendrait la soirée, mais il y a une histoire ancienne de l'industrialisation qui passe dans les vallées parce que c'est par la Seine et par ses affluents que l'on amène les choses lourdes, que les premières voies ferrées passent en bas parce que les chemins de fer ne sont pas capables de monter les côtes, etc. Donc il y a toute une histoire ancienne de l'industrialisation au XIXe siècle qui est celle du bas. Et puis il y a une histoire de l'industrie moderne où on arrive par avion, on arrive plutôt sur les plateaux, plutôt par en haut, etc. Et si on ne comprend pas que le territoire a été façonné par la géographie avant d'être habité, on n'arrive pas à comprendre les logiques. Et les gens vous disent « Ah oui, mais c'est n'importe quoi ». Non, ce n'est pas n'importe quoi. On peut critiquer les choix qui ont été faits, mais ils s'expliquent généralement. Donc voilà, c'est un plaidoyer pour une vision géographique. Et puis... oui, ça c'était pour vous montrer que j'avais un peu voyagé, puis qu'on pouvait comparer les choses. Et que sans doute, une des questions que l'on se pose aujourd'hui, notamment à Paris, avec cette petite ville-centre qui a dépassé... Mon tableau est un peu ancien. Tout le monde est très content à Paris parce qu'on a dépassé 2,1 millions, on est passé à 2,2 millions. Ça remonte. Bon, mais aujourd'hui, finalement, un très grand nombre de villes font plus de 10 millions d'habitants. Et elles vont continuer. C'est-à-dire, je ne sais plus quel est le chiffre exact. Il faut dire que ce que disait Jean-François tout à l'heure, oui, pourquoi Saint-Paul parce que c'est ici que vous organisez la Biennale. Mais c'est aussi une des plus grandes villes du monde. Donc c'est quand même intéressant de se demander comment est-ce que l'on arrive à penser et à, je dirais, et aussi d'ailleurs à gérer une ville de cette importance. Voilà, c'était simplement dire qu'on a de grandes villes. Vision géographique, et là j'en arrive à mon premier point. Il va y avoir 3 points, 3 questions aujourd'hui. La question du territoire, la question des échelles et la question de l'évolution. La question du territoire, évidemment, c'est la suite de la réflexion sur la géographie. À gauche, c'est le plan de Paris au milieu du XVIIe siècle. À droite, c'est la photo aérienne aujourd'hui. En jaune et en vert, c'est des forêts. En jaune, c'est des parties encore un peu agricoles. Le reste, gris, gris-bleu, gris-gris, etc., c'est donc habité. Donc, c'est le même cadrage. Dans la première qui est à gauche, ce qui est habité est en rouge. Ce qui est en vert, c'est les forêts. Vous remarquerez qu'on n'a pas trop démoli les forêts. Pour ceux qui connaissent un tout petit peu Paris, vous reconnaîtrez à gauche, allongé, le bois de Boulogne, et puis au contraire, à droite de la ville, le bois de Vincennes, qui étaient les bois pour la chasse des rois. On avait
Nos rois aimaient beaucoup la chasse, donc ils gardaient les forêts. Et puis on a continué à... Voilà. Qu'est-ce que je veux dire en montrant ces deux images? C'est que le territoire existe avant la ville. Le territoire existe avant la ville, il est déjà façonné par la géographie d'avant même que les hommes se mettent à marcher, mais il est aussi déjà habité par des villages, par de l'agriculture, par des chemins, etc. Et la ville, finalement, vient s'étendre sur un territoire qui est déjà là. Et je faisais tout à l'heure allusion à Henri Lefebvre, dont j'aime beaucoup les ouvrages, et notamment un petit essai qu'il a écrit il y a assez longtemps, qui s'appelle « Du rural à l'urbain ». Voilà, en se disant, quel est ce phénomène qui fait que l'on passe de la... Comment est-ce qu'on passe du rural à l'urbain? Et je trouve que cette question que lui posait dans les années 60, elle est aujourd'hui absolument fascinante quand on commence à regarder l'expansion rapide des grandes villes qui se fait généralement sur ce qui était jusque-là encore un site un peu rural. Alors si j'ai de la chance, Bloom, on fait un petit saut au Caire. Le Caire doit quand même être aux alentours de 15 millions d'habitants. Donc vous voyez, on va pas parler de petits villages. Et au Caire, il y a une production informelle. Ce n'est pas des favelas au sens où on l'entend ici. C'est informel parce que ça n'est pas prévu, ce n'est pas planifié, ça n'obéit pas aux règles officielles de l'urbanisme. C'est fait par les habitants tout seuls, enfin pas tout à fait tout seuls, mais assez seuls quand même. Et ça s'étend sur des terrains agricoles. Donc vous voyez cette photo d'en bas, elle a été prise un an avant la photo qui est au-dessus en 87. C'est-à-dire qu'au loin, c'est le Caire, et puis là, c'est encore agricole, c'est irrigué, on va récolter c'est du fourrage, ça, pour nourrir les bêtes, pour nourrir les vaches qui vont donner du lait. Et bien, ça y est, un an après, la ville est arrivée. Et puis 2 ans après, elle a encore fait... Parce qu'on n'a pas le droit de construire sur la terre agricole, mais on a le droit de construire à côté de ce qui est déjà construit. Alors, petit à petit... ça avance comme ça, la ville avance sur la campagne, et quand le champ devient constructible, le paysan le vend, et comme le champ est découpé par des canaux dans tous les sens, ça fait un lotissement qui est tout près, le canal devient la rue, et les petites parcelles deviennent on les vend, on n'a pas besoin de géomètre, c'est absolument un truc merveilleux. Les 2/3 de la croissance du Caire se font par ce mécanisme-là. Tous les experts internationaux, les technocrates, etc., s'occupent de le tiers qui reste. Il y a des grands buildings, des belles maisons, des trucs planifiés autour des golfs, etc., etc. Mais les 2/3 des habitants nouveaux tous les ans sont là-dedans. Bien. Du rural à l'urbain. Vous voyez, à gauche, le plan du champ, et à droite, le plan du champ transformé, avec les maisons qui viennent s'installer à peu près sur le quadrillage. À peu près. Hein? Toc. Et tant qu'on en était au Caire, parce que, oui, finalement, depuis cette question du territoire qui existe avant la ville et du rural qui devient urbain, on est presque amené, du coup, à se poser aussi la question de l'évolution. Je mélange un peu les choses, mais tant qu'on est au Caire, restons-y. Ça, c'est des grands ensembles de logements sociaux qui ont été faits dans la grande période. 2000 logements en barre, identiques. Bon, enfin, ça, vous connaissez. Hein. D'ailleurs, demain matin, je crois qu'on va en voir quelques-unes. Bien. Sauf que les habitants, eux, alors, on peut leur raconter tout ce qu'on veut aux habitants. On peut leur dire qu'ils n'ont pas le droit de faire. Quand ils sont chez eux et qu'ils trouvent que leur logement est trop petit, ils étendent leur logement. Donc, dans cet urbanisme qui est absolument l'application initiale de la Charte d'Athènes, toutes les barres équidistantes, pareil, les habitants, vous voyez, augmentent parce qu'ils trouvent que ce n'est pas la peine d'avoir 30 mètres entre un bâtiment et un autre, il suffit de laisser le passage d'un camion et que donc, voilà, mais j'aime beaucoup ça, je vais vous la commenter très vite parce que c'est très drôle quand on commence à regarder. Vous voyez par exemple celui-là s'entend mal avec ses voisins. Donc il a monté ses points d'appui, les voisins n'ont pas voulu partager l'argent avec lui, donc les voisins ont monté des points d'appui indépendants. Donc vous
vous commencez même... C'est absolument prodigieux quand on se promène un peu dans les villes, c'est qu'on n'a pas besoin de longues explications pour commencer à sentir un peu les relations entre les gens. Alors que là, ceux-là, ils se sont mis d'accord, vous voyez. Ils ont payé moitié-moitié le ferraillage de ces petits poteaux qui tiennent, etc. Donc en gros, ça s'épaissit tout seul. Alors on va dire, oh là là, mais c'est terrifiant, c'est un laisser-aller, il n'y a pas le contrôle, etc. Peut-être, mais en attendant, les gens qui étaient dans une famille nombreuse, quand même, hein, pas mal d'enfants, à 55 mètres carrés, ben, ils en ont 80, 90, 100, finalement, eux sont assez contents. Voilà. L'esthétique, après, on peut en discuter longuement. Je peux pas quand même ne pas vous faire remarquer ceci. Vous voyez ? Celui-là, il a étendu, celui-là, il a fait une terrasse, celui-là va monter sur la terrasse bientôt, etc. Celui-là ne doit pas aimer ses voisins, donc il a fait un toit. Ce qui fait que celui d'au-dessus ne peut pas descendre sur le toit, parce qu'immédiatement, il glisse. Bon, ça, on continue, on peut regarder. Voilà, je pense que cette chose qui est un peu de l'informel est une source absolument prodigieuse d'enseignement. On va dire, ah oui, mais c'est pas très bien. En France, on se pose des tas de questions pour faire en sorte que les habitants des grands ensembles puissent être un peu mieux à l'intérieur de logements qui souvent ont été construits un petit peu serrés. Là, ça va tout seul. Pourquoi, allez-vous me dire, parle-t-il de Versailles? Bon, d'accord, parce que j'ai enseigné pendant longtemps dans une école d'architecture qui est située ici. Donc tous les jours, forcément, je voyais le château et de temps en temps même, on allait un peu par là. Puis on a travaillé un peu sur la ville et en regardant comment la ville de Versailles, la ville actuelle, s'est faite petit à petit, on s'est rappelé qu'au début, les avenues qui allaient vers le château étaient faites de pavillons discontinus. Et puis aujourd'hui, il n'y a plus de pavillons discontinus dans les avenues qui vont vers le château. Ça nous a pas mal intrigués et on a fait des recherches avec mon camarade Castex et Céleste et quelques autres. Et puis on a pris un endroit particulier parce qu'on ne peut pas prendre toute la ville comme ça. Voilà, il n'y a pas besoin d'explication. Le plan de 1800, c'est 1860, excusez-moi, il y a une coquille, mais peu importe. C'est le plan initial d'une partie de la ville. 1660. Bien. Vous apercevez que dès que les gens se sont installés, ils commencent à grandir. Le pavillon d'origine, qui est souvent des pavillons jumelés, ils commencent à l'allonger, ils commencent à créer des choses par derrière. C'est plus du tout la même chose qu'au début. Assez curieusement, vous regardez ça et vous dites, mais à la fin du XVIIe siècle, sous le règne de Louis XIV, qui était quand même un des rois les plus autoritaires que nous ayons connus, les habitants faisaient exactement la même chose que les Égyptiens aujourd'hui, que les Kérotes. Ils bousculent ça, ils montent le nombre d'étages. 1815, alors là, entre-temps, il y a eu la Révolution, on a coupé la tête des aristocrates, celui qui avait cette grande propriété au centre, ça a été loti, etc. Mais enfin, on ne sait pas très bien à quoi en faire. Et puis vers 1975, qui est la date où on a fait surlever, on en est arrivé là. C'est-à-dire alors c'est pas très original ce que je vous raconte, c'est simplement le fait que les villes se densifient petit à petit. Mais ce qui est intéressant, c'est d'arriver à comprendre les mécanismes et la part finalement qui est laissée à l'initiative des habitants. C'est-à-dire comment une structure assez simple de découpage parcellaire, d'opposition entre des rues où tout le monde est d'accord qu'il faut les conserver parce que c'est utile, et puis des jardins qui ne sont pas utiles à tout le monde, qui sont utiles à ceux qui les ont, comment tout ça peut se transformer. Donc voilà, c'est cette idée que non seulement on va du rural à l'urbain, mais en même temps on va de l'urbain pas très dense à un urbain un peu plus dense, et que ça donne un certain nombre de choses. Et voilà le quartier qu'on vient de voir, c'est celui, vous voyez, c'est celui qui est vu là à vol d'oiseau, dans sa situation. C'est une photo qui doit avoir 4 ou 5 ans, celle-là. Donc, la place du marché que l'on voit ici, la place du marché n'a pas changé. Si, les bâtiments ont changé, mais le marché a été créé sous Louis XIV. Il y a toujours un marché où les gens vont 3 fois par semaine acheter ce qu'ils veulent pour manger. Voilà. Alors, je disais la question des échelles. Parce que d'un seul coup,
là, on parle à la fois de l'îlot, c'est-à-dire ce qui est isolé entre les différentes voies. On parle de découpage des parcelles à l'intérieur dans lesquelles les bâtiments, les gens construisent dans leurs cours, surélèvent, etc., etc. Et puis on avait vu le plan général de la grande ville de Versailles et du parc fait à la fin du XVIIe siècle. Et puis, moi j'étais assez fasciné, je dois dire, par le découpage des villes américaines. Et parmi les villes américaines, quand je dis américain, c'est USA, hein, c'est pas l'Amérique, y compris ici. Et je me dis qu'il y a une espèce d'intelligence dans la pensée de Jefferson. En même temps, elle fait un peu froid dans le dos, parce que cette idée qu'on quadrille tout le pays avant de l'avoir découvert, c'est assez curieux. Mais ça permet d'associer dans une espèce de logique qui fonctionne pas si mal. On en dit beaucoup de mal, mais en fait, ça fonctionne quand même pas si mal. Ça permet d'associer la petite échelle de la parcelle avec sa petite maison, les bâtiments un peu plus importants sur les voies plus importantes qui sont ici, où passent les bus, et du coup, c'est là qu'il y a les commerces et les équipements, alors que là, il n'y en a pas. Et puis, il y a une espèce de maillage tous les demi-milles, c'est-à-dire à peu près 805 mètres. Hein. Tous les 800 mètres, il y a une voie qui en principe va partout. Après ça, on peut retailler dans l'autre sens, plus ou moins serré selon qu'on a des choses importantes ou pas à faire. Si on veut garder des usines le long de la voie de chemin de fer, on a des grandes parcelles. Si on veut avoir des petites maisons, on a des petites parcelles. Donc, comment est-ce que finalement ces systèmes, qui sont très lisibles dans la ville américaine, permettent de penser différentes échelles en même temps? Et si on a envie, on fait un parc relativement important en supprimant un certain nombre de voies, et puis voilà. On arrive à faire coexister les choses. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est compliqué, Saint-Paul. Oh là là, Saint-Paul, c'est rempli, on passe son temps à monter, à descendre, etc. C'est un peu plus compliqué, mais finalement, la logique est assez la même. Et il me semble que ça fait partie des questions. Comment est-ce qu'on arrive, dans la pensée d'abord, à concilier plusieurs échelles, dans la compréhension. Là où je vous en montre pour vous dire que là, vous avez quatre carrés associés, hein, qui font 1000, donc 1610 mètres chacun. Donc vous voyez qu'on peut s'amuser comme des fous dans le découpage. Et puis de temps en temps, la nature était là et la piste des Indiens et la vieille rivière passaient en biais. Alors ça reste en biais évidemment. De temps en temps même, on peut faire un petit aéroport à l'intérieur de tout ça. Ça, c'est un plan très schématique de la ville, hein, de Chicago. La trame américaine, évidemment, elle s'étend bien plus loin. C'est-à-dire que quand on est sur le sommet d'un gratte-ciel et que le soleil se couche, elle va jusqu'à l'horizon. Donc là, on ne voit pas la fin de la ville, sauf qu'elle décroît. Puisqu'on est à Chicago, on peut se rappeler que Chicago, c'est un petit fort avec une quinzaine de personnes qui s'installent ici, à l'endroit où une petite rivière qui s'appelle la rivière de Chicago se jette dans le lac. Et qu'un peu plus tard, on commence à tracer ce qui va devenir sans doute la première ville avec quelques petits lotissements par ici, etc., que vers 1800, oui, je ne dis pas de bêtises, 1830 ou 1834, j'allais dire 35, on a déjà planifié et construit tout ça. Oui, c'est à peu près la même chose. Bon, c'est pas très original, le fait que les villes s'accroissent. Et puis que, voilà, c'est un tout petit bout du centre historique, si on peut dire, de Chicago. Mais ce que j'avais envie de vous montrer, c'est la suite. C'est-à-dire, c'est vu dans un autre sens, c'est vu depuis le lac, hein, une belle perspective dessinée à l'occasion de l'exposition universelle de 92, donc avec la rivière, le port, etc. 1836, les chemins de fer sont arrivés partout. Vous les voyez, ils passent un niveau en dessous des rues, ça donne cette ville très intéressante. D'un certain point de vue, c'est la ville des réseaux. Et puis voilà, vers les années 60, il y a une certaine déclin des chemins de fer, etc. Et donc, la ville est pleine de friches, il y a aussi un déclin du port. Donc, alors, on se demande, le centre historique ne semble plus regarder du côté du lac, etc. Et puis, comme on n'est jamais à l'abri d'avoir une heureuse surprise, eh bien, ça se reprend et on est en train de redonner une certaine qualité à tout ça.
Donc, les grandes villes, y compris une ville comme Chicago, qui est vraiment qui a eu une croissance, une histoire courte, une croissance très rapide, et les grandes villes continuent à changer, quoi. C'est ça. Il y a ce mécanisme permanent, et je pense qu'une des grandes questions, quand on s'occupe de réfléchir sur les villes, peut-être modestement de temps en temps, professionnellement, de faire un petit quelque chose, c'est de se demander comment ça pourra évoluer. Parce que ça va évoluer. C'est-à-dire l'idée que la ville est parfaite et qu'elle est finie est une idée idiote. Il n'y a pas de ville parfaite finie. Les villes sont toujours en train de se faire. Bon. Là, un peu à l'opposé de cette ville finie, et toujours dans cette question, pensons les transformations, j'ai deux images qui sont le même lieu. D'un côté, celle de l'image de gauche, vous êtes sur le sommet de l'Arc de Triomphe, dans le grand axe, Paris est dans votre dos, et c'est le grand axe qui va vers la Défense, grande réussite de l'urbanisme français, etc., avec l'Arc de Triomphe, le nouvel Arc de Triomphe monumental dû à cet architecte danois qui avait gagné le concours. Alors on explique toujours qu'il y a l'axe monumental, il avait déjà été tracé au XVIIe siècle, la Défense finit par le ponctuer, etc. Et puis quand on se retourne de l'autre côté, alors on voit tout à fait autre chose. La Défense est ici, vous voyez Paris dans le fond avec la Tour Eiffel, etc. Et puis alors, la Seine qui a fait un tour complet, enfin si je puis dire, hein, tout un méandre, qui est repassé aussi de l'autre côté. Et puis alors là, voilà. Ça, c'est la réalité, sans doute, de la grande ville aujourd'hui, c'est que d'un côté, il y a les ordonnances policées, la ville continue, etc. Et puis de l'autre côté, la ville qui n'est pas encore complètement finie, dans laquelle il y a encore des terrains vagues, il y a des infrastructures assez brutales, il y a des usines de traitement de l'eau, il y a des tas de choses qui ne sont pas véritablement ce que d'habitude on considère comme étant la ville, mais à force... Évidemment, quand la ville s'arrêtait là, on pouvait dire tout ce qui nous gêne, on le met ici. Mais maintenant, la ville, elle arrive là. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ce qui nous gêne? On le met encore plus loin? Ou alors on se dit, il faut peut-être vivre avec. Voilà. Donc, il me semble que dans cette question de ce qui évolue, de ce qui bouge, etc., on doit se demander comment on va vivre avec ce que d'habitude, on avait tendance à aller mettre au loin. Oui, un petit clin d'œil quand même à Brasilia, que j'aime bien. Ça, j'allais dire, c'est l'image officielle. Tout le monde trouve ça absolument parfait, etc. Et c'est d'un dessin extrêmement élégant. Il n'y a aucun doute à ça. Et alors, ce qui m'est toujours étonnant, je trouve, c'est que ça fait peu de temps, finalement, qu'on commence à se dire, mais au fait, le plan pilote, l'œuvre de Lucio Costa, et l'architecture d'Oscar Niemeyer, ça ne représente plus 10% des habitants. 10% des habitants si on s'arrête aux limites du district fédéral. Hein. Si on rajoute tout ce qui n'est pas dans le district fédéral, mais qui finalement est dans Brasilia, hein, jusqu'à Louisiana pour ne pas aller beaucoup plus loin. Si on va par là, alors maintenant j'ai discuté avec des tas de gens qui disent non, il faut aller à 100 km de la frontière, là on est encore à Brasilia. Je n'avais pas l'audace d'en dire tant, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, là on a une ville qui, avec les bourgeonnements au-delà de la limite, doit avoir dépassé 3 millions d'habitants. Et si on va vraiment plus loin, on se dit peut-être Brasilia est en train de devenir une agglomération discontinue qui fait quelque chose comme 4 millions d'habitants. C'est quand même assez étonnant pour une ville qui n'a que 50, enfin un tout petit peu plus que 50 ans d'existence. Donc finalement, la force du mécanisme de la ville, une fois qu'on a commencé à mettre la chose, qu'on a commencé à y croire et qu'on a commencé à investir, ça se développe. Ça qui est tout à fait intéressant. On pourrait faire un séminaire un jour en imaginant, un séminaire où on dessinerait, on dirait, tiens, imaginez Brasilia dans un siècle et demi, avec combien de millions d'habitants? On a un petit calcul sur la croissance, la population brésilienne. Qu'est-ce que c'est hein 2000, bon, allez, passons. Toc. Oui, bon, allez, je ne vais pas vous parler de Brasilia longtemps, parce que finalement, c'est juste un petit côté un peu nostalgique.
On a récemment démoli beaucoup dans ce quartier qui s'appelle maintenant Núcleo Bandeirantes. On a laissé démolir ce qui étaient les témoignages du tout début de la ville, c'est-à-dire là où habitaient les gens, les premiers hôtels, même que c'était étaient des hôtels de passe, mais peu importe. Et je pense que ça faisait partie des choses qui auraient dû être conservées au même titre que on fait attention à l'architecture d'Oscar Niemeyer et qu'on dit elle fait partie du patrimoine national, etc. Conclusion. Et au fait, parce que ça continue à se densifier, ça c'est tout cet endroit passionnant à Brasilia qu'on appelle les 700, hein, au-delà de la W3 si ma mémoire est bonne, qui sont donc des petites maisons sur la base d'un dessin toujours de Oscar et Lucio, hein. Et puis lorsque les gens en font, alors les architectes se ferment les yeux, surtout ceux du patrimoine, ils disent mon Dieu quelle horreur, mais en fait c'est vachement bien. Et je me disais, c'était un peu ma conclusion, au fait, est-ce qu'on prend en compte le fait que les gens sont chez eux et finalement, est-ce que l'espèce de trame que l'on dessine, elle n'est pas faite pour être justement appropriée, donc transformée. Et puis tant pis, oui, il y a des tas de gens qui habitent dans une maison dessinée par Lucio Costa dont on ne reconnaît absolument plus rien. Bon, il en a dessiné je ne sais pas combien d'un seul coup. On peut en garder une, la maison du patrimoine, on la remet dans son état d'origine, et puis tous les autres, ils habitent chez eux. Voilà, et quelques images. Vous voyez, les habitants ont un goût affreux, ils ne connaissent pas l'architecture des architectes. C'est affreux. Alors, je me suis dit, mais quand même, parce que les gens qui ont de l'argent, beaucoup, à Brasilia, qui habitent autour du lac, ils font venir des ouvriers qui leur font des balustrades, etc. Et puis après ça, on dit dans les maisons plus modestes, « Oh oui, mais alors ils n'ont pas de goût. » C'est curieux. Bon, voilà, c'est une petite interrogation sur l'idée de la culture chez les architectes et chez les habitants. Tout ça pour vous dire qu'il y a cette vieille idée, autant vous le dire, je ne suis pas du tout un idolâtre Le Corbusier qui, je dois dire, occupe, je trouve, un peu trop de place encore dans l'histoire de l'architecture. Mais enfin, cette idée que finalement, même dans un immeuble, l'appartement peut être pensé comme une petite maison, ça me semble être une idée qui est toujours valable, évidemment pas telle qu'il l'avait imaginé, puisqu'il fait un trou pour passer l'arbre, ce qui fait qu'on ne peut pas mettre un autre appartement au-dessus. Enfin, ça fait partie des contradictions des grands hommes, c'est pas très grave. Mais là, quelques images pour vous montrer qu'il n'y a pas qu'à Brasilia que les gens sont heureux de bricoler leur chez eux, dans des choses qui ont été faites aux Pays-Bas, à Amsterdam. On a l'impression comme ça que, oui, effectivement, ce qui pouvait vous sembler dans le design une espèce de petite coquetterie d'architecte, quand c'est sur place, on se dit mais non, c'est assez astucieux. C'est assez astucieux et sans doute ça correspond à quelque chose parce que les gens s'en servent. C'est-à-dire quand les gens commencent à entretenir des fleurs, à déjeuner dehors dès qu'il fait beau, à installer un hamac dans leur loggia, etc., on peut se dire, tiens, ils se sentent chez eux et c'est pas plus mal. Donc voilà, d'autres, ça c'est en Suisse, là aussi c'est rien, c'est assez modeste, mais on se dit, tiens, les gens finalement, ils sont pas seulement chez eux dans l'appartement ou dans la maison, ils sont chez eux dehors, sur le trottoir, dans le jardin, etc. Et donc la ville est une ville faite pour que les gens l'habitent. Alors ça fait un peu de désordre, c'est pas du tout réglementaire, hein, de sortir et de prendre son café dehors sur le trottoir. Mais les Hollandais pensent qu'ils ont le droit de le faire, donc ils le font. Et puis je terminerai sur celle-là que j'aime beaucoup, c'est un maçon italien dans la banlieue parisienne. Il a pris sa retraite et il s'est dit « je vais faire la tour de Pise dans mon jardin ». Voilà. Je trouve que quand même, la ville, elle vous révèle, elle a toujours une surprise, quoi. Vous passez là un matin et vous arrêtez comme ça. Voilà. Donc la ville est faite pour que les gens habitent. Merci.